Bon, ce que je voudrais commencer par dire, c'est qu'effectivement, moi, je n'ai aucune légitimité à être là, puisque je n'ai aucun antécédent breton. Ma seule légitimité, c'est d'avoir mis en place cette filière qui vous permet de vous réunir tous les ans et donc d'avoir ces travaux qui sont très intéressants. Et en particulier, on a vu dans cette matinée qu'on a à la fois de l'actualité et qu'on sait à peu près sur quoi on travaille. Alors, ce que je voudrais vous présenter, moi, c'est effectivement, donc, je vous parle au nom de l'association des malades qui est la RSLA. Et puisque après avoir été d'un côté de la barrière, je suis maintenant, puisque les hôpitaux ne veulent plus de moi, pour être utile dans la SLA, je pensais que me rapprocher de l'association était la meilleure solution. Donc, les actualités, les bilans qui peuvent être faits. Donc, depuis 2 ans, je pense qu'il y a quand même beaucoup de restructurations qui ont été faites au niveau de l'ARSLA et beaucoup d'activités. Les actions de l'association se développent sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est d'aider et d'accompagner. Donc pour ça, il y a eu un showroom justement, par exemple, d'aide technique qui a été fait au niveau du siège, donc qui est ouvert à tous. Il y a évidemment des travaux très importants qui sont faits en coopération avec les centres et surtout en coopération avec la filière d'une façon générale. Le livret, le e-learning, on y reviendra 2 minutes. L'ARSLA a développé depuis quelque temps des webinaires donc, qui permet effectivement de répondre à des questions que se posent les malades. Fait qu'on a eu un webinaire, enfin on va aussi en dire un mot, donc on aura les titres. L'ARSLA essaye d'aider les centres SLA et en faisant justement cet AEP Agir, c'est-à-dire qui permet d'avoir des budgets pour équiper le centre, pour y mettre du matériel par exemple. Donc à vous de présenter des dossiers et le prochain appel est donc fait en juillet, il y en aura un, enfin ou même il est en cours mais c'est en juillet. Et puis il y a des projets qui sont importants, qui sont en train de se déployer, qui sont la mise en place des coordinateurs de santé, l'essaimage du parc de matériel. Peut-être certains d'entre vous ont connu les parcs de matériel qui étaient déjà en région gérés dans les hôpitaux, puis qui progressivement ont été enlevés de ces hôpitaux parce qu'ils n'avaient plus de place, ce qu'ils avaient fait savoir, et donc récupérés. Mais c'est vrai que le fait que ce soit national, c'est très difficile. Ça a des coûts importants de déplacement, de transport des matériels, et donc ça a fini par être très noyé, et je vais vous expliquer que ça va commencer à avoir démarré. Et évidemment aussi, dans cet accompagnement, on a tenu à être présent au niveau du PNMR 4, où l'association a joué quand même, a été très présente, en particulier dans les groupes de travail, qui étaient, je crois, les 1 et 3, et c'était coordination des soins et accès aux médicaments. Donc, on va faire un petit focus justement sur la coordination. Alors, la coordination, c'est un projet qui est financé par la DGOS, qui est sorti du premier colloque qu'a fait en avril 23 l'ARSLA au ministère de la Santé. Et en fait, bon, le constat, je pense qu'effectivement, tout le monde sait que la prise en charge des centres SLA est quand même quelque chose qui est déjà un énorme progrès dans notre pays, le fait que les patients puissent avoir accès à ces centres. Mais c'est vrai que la principale revendication qu'on peut avoir, ou plainte qu'on peut avoir à partir des patients, c'est qu'une fois qu'ils sont sortis du centre, ils se sentent extrêmement isolés. Et pourtant, bon, mais c'est effectivement aussi le centre ne peut pas s'occuper des malades présents et des malades qui sont chez eux en même temps. Donc c'est certain qu'il y a un gap entre ces deux activités. Alors, ce budget, l'association a décidé de l'affecter justement au déploiement au niveau d'une région, qui est la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une région qui est très étendue, 12 départements. C'est une région qui a une grande disparité, qui a à la fois des régions de montagne, des régions, des grandes métropoles, des villes moyennes. Enfin, donc, c'est très exemplaire. Et il y a 3 centres SLA, qui sont Lyon, Saint-Étienne et Clermont. Et il y a un réseau, non pas SLA, mais NeuroCEP, qui donne aussi un exemple de travailler déjà là où il y a un réseau. Et donc, les modalités de mise en place, c'est donc qu'on va avoir 4 coordinateurs dans cette région qui vont se déployer rapidement et avec comme mission
d'être des partenariats, c'est-à-dire d'identifier les ressources qui peuvent être affectées à ces patients, de sensibiliser, de former les personnes qui s'occupent des patients au domicile et d'accompagner, d'identifier, et peut-être justement, comme le faisait remarquer Philippe à l'instant, qu'il y a quand même pas mal de patients qui échappent des centres, soit parce qu'ils ont trop de déficiences pour venir aux consultations, soit qu'ils ne voient pas l'utilité d'être suivis, et ils finissent par rester chez eux et que c'est trop difficile de venir. Donc l'objectif aussi, c'est d'essayer de récupérer ces patients, de leur garder en contact, et en particulier de monter des systèmes de téléconsultation qui vont permettre de les aider à faire cette téléconsultation. Le déploiement, c'est à partir de tout de suite, en septembre. Malheureusement, c'est une durée expérimentale de 12 mois qui est voulue par le budget de la DGOS, qui le veut comme un exemple qui pourrait s'appliquer à d'autres pathologies. Et donc, il va falloir fournir des éléments d'évaluation et convaincre qu'effectivement, c'est une bonne chose. La deuxième chose sur laquelle je voudrais m'arrêter aussi, c'est le parc de matériel dans son essaimage. Là aussi, le constat, c'est que ça ne marche pas comme on aurait voulu et que c'est assez compliqué. Donc, proposer un service de proximité, c'est l'objectif. Là aussi, on avions promis Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'on a pensé que c'était très important de développer les deux, à la fois la coordination en parallèle avec ce parc. C'est un soutien c'est un projet qui est financé, bien sûr, par cela, mais avec le soutien de la Fondation La France s'engage, qui a apporté un budget pour pouvoir redéployer. Donc l'organisation veut qu'à la fois il y ait un outil de gestion qui va permettre véritablement de suivre ce matériel, un prescripteur qui va avoir accès au stock disponible dans les points de stockage de son territoire, qui va pouvoir envoyer des demandes, qui va pouvoir suivre ces demandes, où elles en sont, et un prestataire qui va déclencher l'envoi, mais qui est surtout chargé du stockage, de l'entretien, de la remise à niveau du matériel, ce qui est quand même quelque chose de très important, qui est dans une espèce d'économie de circuit circulaire pour que ce système puisse être utilisé. Il faut donc aussi typer et cibler un certain nombre de matériels qui sont des fauteuils roulants manuels motorisables, des fauteuils roulants électriques à 1 à 2 qui sont souvent très nécessaires en urgence, avec l'idée quand même que, les chaises douches ou les fauteuils releveurs, mais avec l'idée quand même que c'est pas forcément des prêts sur une durée très longue, c'est des durées pour passer un cap, pour attendre qu'effectivement la prescription puisse être mise en place au domicile et de permettre que l'accès dans ces matériels qui soit possible. Là aussi, il va y avoir des évaluations et des mesures d'impact pour ajuster la composition des stocks. Effectivement, est-ce que ça correspond bien à ce qui est demandé? On a quand même interviewé pas mal les ergothérapeutes des centres, ou des médecins MPR qui travaillent dans les centres. Et on a donc le prochain déploiement, je vous ai dit, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, qui va en même temps que le projet coordination, mais aussi sur la Réunion, qui est un département qui est très difficile et il y a très peu de choses qui sont disponibles dessus, et la Bretagne, qui sera le troisième point dans lequel le système sera développé. Et ensuite, il faudra effectivement le déployer région par région en profitant de l'expérimentation qui est faite. La deuxième chose donc, de développement, c'est le e-learning qui est avec l'implication et bien sûr des cours qui sont faits par les centres SLA, tous les personnels et les responsables, donc avec 10 chapitres qui ont été définis avec l'aide de la filière et ciblés, et j'avais été à l'origine en tant que responsable filière du premier e-learning que vous avez peut-être pratiqué, ou du moins je l'espère, qui vous a déjà été utile, et qui est toujours disponible d'ailleurs sur le site de la filière. Mais l'idée, ça a été quand même d'abord de le moderniser et puis surtout de le compléter. C'est-à-dire qu'il y a des éléments où il y avait des pans entiers qui manquaient. Par exemple, il n'y avait rien du tout sur la trachéotomie.
Les pratiques respiratoires ont peu changé, les techniques, les matériels ont changé, donc c'était quand même important de s'actualiser et de venir, et j'espère que vous irez très vite vous en servir. Mais non seulement l'objectif c'est pour le domicile et que les aidants naturels ou les aidants professionnels qui agissent au niveau du patient puissent avoir quand même une formation sur qu'est-ce que c'est que la SLA, en quoi ça consiste, quels sont les soins, quels sont les matériels qu'on utilise pour la nutrition, pour la respiration, quels sont les accès aux soins palliatifs, quelles sont les différentes modalités, hein, donc qui se, je crois que j'ai quelque chose dessus, non, j'ai pas le titre des chapitres, mais donc je vous dis, c'est donc l'idée, c'est vraiment pas destiner des patients, mais je pense qu'aussi il faut que vous les appropriez, vous, pour d'abord pouvoir les conseiller dans des situations données, hein, pour vous en servir, pour par exemple, si vous parlez de gastrostomie, ben, vous allez pouvoir montrer des films, ou qu'est-ce que c'est qu'une sonde de gastrostomie, qu'est-ce que c'est que, comment on l'utilise, comment on l'entretient, dans quelles conditions, etc. Donc c'est très pratique, et voilà, donc il faut que vous ayez vous-même la maîtrise de ce e-learning pour qu'il soit utile et utilisé. Donc les webinaires qu'on a développés, ben, vous en avez la liste là apparemment. C'est bon, c'est, je vous dis une façon, ça dure 1h30. C'est suivi pour les gens qui sont inscrits, c'est-à-dire qui reçoivent un lien sur lequel ils vont pouvoir suivre. Ça représente environ 100 à 150 personnes, mais c'est en même temps diffusé sur des chaînes YouTube, où donc c'est suivable n'importe où, même en relais ou en délai. Hein. Et l'exercice consiste généralement à avoir 3 intervenants qui vont parler pendant un quart d'heure chacun sur un thème bien défini. Hein. Quand c'est par exemple le problème de génétique, ben c'est qu'est-ce que c'est que la génétique, en quoi consistent les tests, quel est l'intérêt, qu'est-ce que ça veut dire le conseil génétique, quelle est la conséquence pour la famille, quelle est la législation qui entoure tout ça, voilà, et de laisser quand même du temps pour des questions qui se passent par chat et auxquelles on essaye de répondre de la meilleure façon possible. Pour l'accompagnement, c'est aussi l'écoute hein, de la part pour l'association. C'est un dispositif de service social qui se recentre quand même aussi et avec un comité de soutien, du moins qui verse plus presque sur le législatif que c'est aperçu que de toutes les façons, dans les centres, les conseils qui sont des services sociaux sont excellents et que c'est plus souvent des besoins, je dis, juridiques qui sont demandés que véritablement des besoins de services sociaux. Alors ensuite, il y a toute une activité de plaidoyer de l'association. Plaidoyer, c'est donc faire connaître la maladie. Hein, voilà. Alors nous avons nous aussi fait une enquête sur les coûts de la SLA, qui ont non seulement les coûts directs et les coûts cachés, donc les coûts indirects, sur lesquels vous avez été sollicités d'ailleurs pour faire les enquêtes auprès des malades. Bon, malheureusement, elle est un peu plus tardive, donc on avait au début prévu d'avoir une session et de présenter les deux en parallèle pour voir ce qui se passait, puis finalement on a dû déclarer forfait, et j'espère qu'on vous le présentera très prochainement, ou du moins que d'ici la fin de l'année, du moins nos résultats seront faisables. Alors, je dis dans ce plaidoyer, on a créé, enfin on a défini un colloque qui se répète maintenant tous les printemps, au ministère de la Santé et qui a pour objectif de faire mettre dans une salle hein, et un petit peu à poser des questions à des décideurs politiques, à des députés, sénateurs, des personnes qui travaillent dans les agences de santé comme l'ANSM ou l'HAS, ou des experts, hein, donc on fait venir, et qui vont essayer de leur poser des questions. Par exemple, le dernier colloque, là, donc je vous ai mis les grands titres qu'il y avait l'application des patients dans les essais thérapeutiques, ce qui ne veut pas dire qu'on propose des essais thérapeutiques, mais c'est est-ce qu'on peut demander aux patients, ou du moins faire en sorte qu'il y ait moins de sorties, qu'est-ce qu'il faut modifier, est-ce qu'il y a des outcomes spécifiques qui tiennent pour le patient et qui sont différents de ceux du médecin, hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un malade qui trouve que s'il est très amélioré par un traitement, mais ce n'est pas les critères objectifs qui sont mesurés. Mais c'est quand même important de le savoir et important de le montrer. Sur le développement des essais thérapeutiques, en particulier dans les SLA génétiques, puisqu'on s'est aperçu qu'il y a pas mal d'études
actuellement dans le monde et que la France ne participe à aucun. Elle a participé aux essais Biogel de départ au centre de Paris, mais depuis, malheureusement, il n'y a plus un seul essai de thérapie génique ou qui est en cours, hein, en France du moins. Là où c'est aussi appuyé sur le fait que comment faire en sorte que la mesure des neurofilaments puisse être remboursée ou prise en charge, et donc c'est son inscription au registre des indications hors nomenclature, hein, qui va permettre de le prendre en charge. Et il y a tout un dossier qui maintenant a été depuis déposé, et d'améliorer les prestations de compensation. En particulier, puisque c'est même très intéressant de voir ce que vient de nous dire Philippe, le fait qu'effectivement la population SLA semble plus âgée que ce qu'on pense. Hein. Donc effectivement, donc, ce qui veut donc dire que du point de vue prestation de compensation, il y en a plus qui sont dans le système APA, hein, allocation de personnes pour l'autonomie, et ça s'appelait avant pour personnes âgées, mais enfin maintenant c'est pour l'autonomie, et que de gens qui ont droit à la PCH, c'est-à-dire la prestation des personnes handicapées, qui est beaucoup plus avantageuse, c'est-à-dire que il faut se rendre compte que quand on est dans un régime APA, c'est très difficile d'avoir du personnel sur des durées importantes, ou des gens qui veulent avoir du 24-24, c'est pas possible avec de l'APA. C'est pas possible de financer à la fois un fauteuil roulant haute technologie et des aides à la communication aussi de haute technologie. Donc il faut faire des choix, ou de faire des aménagements du domicile. C'est très très difficile avec les prestations qui peuvent être fournies par l'APA. Donc la demande principale, c'était de dire pourquoi est-ce que ces personnes qui sont âgées, et où l'aidant généralement est aussi une personne âgée, ben c'est lui qui doit être le plus impliqué dans la prise en charge du malade, puisqu'on peut pas, on n'a pas les moyens de ça. Bon, on va voir qu'on va en parler, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce colloque. Et l'association a été très présente aussi dans le débat sur l'aide à mourir, donc on va en parler cet après-midi. Mais on a été avec France Asso Santé avec des discussions très intéressantes. On a même déposé des demandes d'amendement, hein, qui en particulier portaient sur le fait de ne pas avoir cette notion de moyen terme, de pronostic vital à moyen terme, considérant que ça ne veut pas dire grand-chose, que c'est très difficile à définir. On préfère avoir la notion d'une maladie évolutive, au moins dont on a fait le diagnostic, hein, c'est suffisant, ou bien de ne pas infliger la péremption du droit à 3 mois, hein, puisque le système voulait que, si on vous donne l'autorisation d'avoir cette fin de vie, mais dans les 3 mois qui viennent, la suite, quoi. Or, on sait très bien que les malades SLA, c'est une façon de se rassurer, c'est une façon de rester maître de son destin, de demander une aide à mourir, puisqu'il a le sentiment qu'après, s'il aura, on le voit très bien que les malades qui vont en Suisse, par exemple, très souvent, ils ne mettent pas en application, mais ils savent que le jour où ils en ont besoin, ils peuvent y aller. Bon, enfin, donc ça a donné le moyen, on a eu des auditions au niveau du Sénat, on a eu des auditions au niveau de l'Assemblée nationale, on a eu des rencontres avec Madame Vautrin au niveau du ministère et avec son cabinet. Enfin, donc l'ARSLA a été très présente. Malheureusement, ça s'est arrêté là pour le moment. Enfin, bon. Et l'ARSLA cède aussi au Comité national consultatif des personnes handicapées, ce qui lui permet pourquoi ça n'avance plus? Voilà. Donc je disais que la conséquence c'était cette loi de demande de PCH pour tous. Alors actuellement, où ça en est? Il y a eu une proposition, ça devait être tout réglé en début de semaine dernière, hein, je vous dirais, puisque ça devait être voté au Sénat lundi dernier, et qu'ensuite, en fait, le gouvernement n'était pas tout à fait d'accord pour faire une exception pour la SLA, et donc ne voulait pas trop que ça aille jusqu'à l'Assemblée nationale pour que la loi soit véritablement votée d'exception pour que les patients SLA aient une augmentation de leurs prestations, mais avec un système d'arrangement par le fait qu'on augmentait, ciblé sur la SLA, un budget qui permettait d'avoir, quand on est sous le régime de l'APA,
à peu près les mêmes dispositions que quand on est sur la PCH. Bon, malheureusement, je vous dis tout ça, ça a été tout arrêté. Quand ça reprendra, ben, c'est très décevant pour l'association, pour d'autres associations aussi, j'en parlais tout à l'heure. Et donc voilà. Ensuite, traditionnellement, historiquement, l'ARSLA finance de la recherche. C'est presque le plus gros financeur privé de la recherche sur la SLA en France. Par exemple, on peut dire que cette année, sur son appel à projet, il y a eu 1,7 million d'euros qui sont mis sur la table, plus financement, alors le financement de l'étude Pulse que compte pas, et il y a eu un financement exceptionnel pour faire du séquençage, du whole genome séquencié sur toute la population Pulse, qui n'avait pas été prévu initialement. Il n'y avait pas d'études génétiques qui avaient été prévues sur cette population Pulse, qui a recruté 500 malades. Alors, qui met un peu de temps, j'allais dire maintenant, à avancer cette étude Pulse, parce que le protocole prévoit que les patients doivent être suivis sur 3 ans. Or, le dernier a été inclus courant 2023, donc ça nous amène à courant 2026 pour pouvoir véritablement exploiter les données de cette cohorte, mais qui est une cohorte prospective. Il n'y en a pratiquement pas au monde de cohortes prospectives comme celle-là, donc on peut espérer qu'il y aura des résultats qui seront importants. Alors, dans les appels à projets annuels, les projets de recherche, il y en a 21 qui ont été déposés, 9 qui sont financés. Projets jeunes chercheurs, c'est-à-dire une 4e année de thèse, 3 qui sont demandés, 2 qui ont été financés. Des projets cliniques, il y en a 2 qui sont financés. Et depuis maintenant 2 ans, l'ARSLA finance aussi donc, des biotech. Et donc cette année, c'est Atmos Air et Axoltis qui ont été lauréats pour cet appel à projet. Je rappelle aussi que c'est l'ARSLA qui finance le fonctionnement de la banque de cerveau, Neuroceb, c'est-à-dire que ça demande qu'effectivement la banque, c'est pas gratuitement que Neuroceb fait ça, il faut pouvoir faire l'autopsie, le prélèvement et le stockage, et ensuite la caractérisation et la mise à disposition quand c'est demandé, et ça a un certain coût. Et c'est l'ARSLA qui le décide. Et tout ça, effectivement, tourne autour d'un conseil scientifique de 15 membres, qui actuellement est présidé par Cédric Raoul et Pierre-François Prada. Ah, je vais passer trop vite. Je peux revenir? Voilà. Alors, bon, l'information, la com aussi, donc c'est important. On va avoir des podcasts, quelque chose de nouveau qui vont être à partir de septembre, donc qui sont des interviews de personnes malades, qui sont des témoins, qui sont des interviews de professionnels du soin, donc qui vont permettre de faire vivre même aussi et d'attirer l'attention. Vous connaissez tous notre publication Accolade. Beaucoup sont appelés à faire des publications à l'intérieur. Il va y avoir un nouveau site internet qui va être ouvert à partir de septembre à peu près. Et oui, c'est marqué même. Donc, je vous engage à aller le voir et essayer de trouver le maximum d'informations sur la SLA. Et il y a un problème de pile dans votre télécommande parce qu'elle ne veut plus rien entendre. Oui, ça marche quand ça passe à côté. Et donc, juste pour vous rappeler qu'actuellement, il y a une action qui s'appelle Éclat de juin, de l'Ice Bucket Challenge. Ça peut paraître un peu réchauffé, parce que l'Ice Bucket, c'était une dizaine d'années, mais qui effectivement est quand même marquant et permet, du moins, on va espérer, qu'on va soulever des fonds et qu'on essaye d'impliquer des vedettes pour sensibiliser. Et parce qu'effectivement, tout ce système associatif, il ne peut fonctionner que s'il y a une compensation. Et actuellement, l'ARSLA est une association qui vit des dons publics uniquement. Tous ces 98% de ses revenus sont liés à des dons du public. Voilà, donc on compte sur vous pour vous engager, pour vous mobiliser. Juste pour terminer, pour dire que l'ARSLA, c'est aussi à l'international, puisque donc on est maintenant dans l'International Alliance ONA-LSNMD, donc dans le groupe Advocacy International. On est aussi inclus dans EPALS, qui sont les représentants des patients européens, dans l'European ALS Coalition, et en France, des liens très proches avec l'Alliance Maladies Rares, Ordis, France Asso Service, Santé, pardon.
L'ARSLA travaille aussi avec une équipe japonaise sur des techniques de synthétiseurs de voix pour essayer de restituer, que les gens puissent enregistrer leur voix avant de l'avoir perdue et donc ensuite de la mettre sur le synthétiseur, mais que ce soit bien leur voix. Travaille aussi avec le collectif Je t'aide pour les aidants familiaux, a mis en place le collectif Action Patient pour essayer de faire que les prestations hospitalières ne se dégradent pas trop vite et pour râler pour que effectivement les patients puissent accéder à des hôpitaux et lutter contre les déserts médicaux également. Voilà, donc c'est un collectif qui agit et l'ARSLA n'a pas agi tout seul, mais à d'autres partenaires. Et aussi nouveau, l'ARSLA a créé très récemment un groupe d'intérêt Kennedy, c'est Pierre François aussi qui le coordonne, considérant que justement il ne fallait pas se focaliser uniquement sur la SLA et que les patients qui avaient des maladies du neurone moteur avaient des demandes d'information, vous pouvez avoir besoin de lobbying spécifique, et là, on va monter aussi un groupe d'intérêt, et c'est la génétique, parce que très souvent les malades qui sont dans des familles, les SLA génétiques posent des questions qui ne sont pas du tout les mêmes que celles que posent les malades qui ont des SLA classiques. Voilà. Juste pour vous dire que la gouvernance, l'ARSLA est menée par un conseil d'administration de 18 membres qui vient d'être, il y a eu une assemblée générale la semaine dernière, et le bureau est composé par 5 personnes, donc c'est un groupe très rapproché, très proche. Il a changé de président, puisque Valérie Goutine, qui était avant, est arrivée à la fin de son mandat. Donc c'est pour ça que cette année, c'est moi qui ai été chargé d'être présent devant vous et d'être représentatif devant vous. Et le nouveau président, c'est Olivier Goy, dont vous connaissez sans doute la médiatisation, qui est quelqu'un de très actif, justement dans les plaidoyers, dans le débat, dans la connaissance vis-à-vis de la SLA. C'est une équipe aussi qui est de salariés, qui s'est énormément étoffée autour de ces 2 dernières années, puisqu'il y a maintenant 17 salariés au siège parisien, donc qui sont chacun dans un secteur d'activité bien défini, et avec 2 ergothérapeutes, et donc qui s'est énormément structuré et développé, des équipes de bénévoles qui ont aussi augmenté, qui se déploient en région, et une réflexion et une marche en avant vers le passer du statut d'association au statut de fondation reconnue d'utilité publique, qui nous permettrait d'être plus actifs sur le plan pour lever des fonds, justement, pour pouvoir financer quand même beaucoup plus de choses. Voilà. Merci. L'association vous remercie d'être à ses côtés. Je vous remercie de passer les informations sur les malades.